En octobre 2019, j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Je connaissais personne en France. Je connaissais vraiment personne et je parlais pas un mot de français. Déjà, en cours de géopolitique, je comprends rien en français. Ni en cours de géopolitique, ni en maths. Enfin, j'arrive pas à comprendre quand les profs parlent. En France, on termine l'école à 18h. Surtout en prépa. J'étais franchement choqué. Je me suis dit, là, je dois arrêter. À 18h, j'étais mort sur ma chaise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Paroles de prépa pendant lequel je vais recevoir Rabi qui a quitté la Syrie à 19 ans pour rejoindre la France sans parler français, sans aucun pied à terre dans notre pays et qui quelques mois plus tard a intégré Saint-Louis en classe préparatoire et qui a fini par intégrer finalement Schema. Donc avec Rabi, justement on a parlé de toutes les difficultés qu'il a pu éprouver pendant ces années de classe préparatoire et aussi de son parcours qui est, vous allez voir, extrêmement atypique. Je vous laisse découvrir donc ma conversation avec Rabi. Salut Rabi. Salut Dimitri. Écoute, super heureux de te recevoir. En plus, cet épisode, je trouve, est assez improbable puisqu'on s'est rencontrés, entre guillemets, sur LinkedIn. Tu m'as envoyé un message il y a de ça quelques mois maintenant quand tu étais, on va dire, au bout de tes galères qui ont été un peu nombreuses pendant ta prépa et en amont. Enfin, j'espère d'ailleurs que ça va s'arranger, on aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, en tout cas, ton parcours m'a beaucoup fait penser aussi à un autre épisode qu'on a tourné, celui de Ruslan, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, pas mal de choses aussi qui changent par rapport à sa situation. On y reviendra aussi. Enfin, bon, voilà, ça va juste être un épisode incroyable à mon avis parce que voilà, quand tu m'en as parlé, vraiment tout de suite, je me suis dit ce serait génial de faire un épisode. Il y a beaucoup de choses à dire sur ton parcours et je pense surtout que ça pourra aussi peut-être, j'espère, faire changer un petit peu les choses et la situation aussi des personnes qui sont confrontées à ta réalité. J'essaie de trouver un peu des périphrases pour pas trop spoiler parce que j'ai envie de te laisser te présenter, mais voilà, j'en dis pas davantage. Allez, présente-toi. Bonjour Dimitri, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça fait un grand plaisir de parler à nos spectateurs. Donc moi je m'appelle Rabi, je viens de la Syrie. Donc j'étais né en 2000 en Syrie dans une petite ville qui s'appelle Hama. Et donc je fais partie de la minorité chrétienne de cette ville et de la Syrie en général. En 2018, après avoir vécu tout type de drame qu'un homme raisonnable et parfois même pas raisonnable peut imaginer durant la guerre syrienne, la guerre en Syrie, j'ai eu mon bac. Et donc, en ayant mon bac, j'avais la deuxième meilleure note du pays. J'ai commencé avec une année des études en médecine, toujours en Syrie. Mais étant donné que je ne voulais pas vraiment faire la médecine, et c'était vraiment le choix que j'avais à l'époque, je voulais vraiment même quitter le pays pour pouvoir poursuivre mes rêves et arriver à faire quelque chose que j'aime dans le domaine du business et du management. En 2019, j'ai commencé à postuler à des bourses à l'international pour pouvoir justement sortir de la Syrie. Et en fin 2019, j'ai eu assez de chance et assez de plaisir d'être accepté en 2 bourses. D'une part, la bourse du gouvernement de la Slovaquie pour toutes les années de mes études et une bourse qui a été proposée de la part de la mairie de Paris, en partenariat avec une association franco-syrienne qui s'appelle Gossen Zeytoun, auquel j'envoie toutes mes salutations. Et donc, c'était une bourse vraiment proposée dans un cadre très spécial et qui était vraiment destinée aux Syriens. Et c'était une bourse pour une année. Donc, j'avais le choix entre une bourse qui peut me prendre pour toutes les années de mes études et une bourse pour une année, mais qui peut me faire venir en France. Donc, fin 2019, le choix a été vite fait. Et j'ai choisi de justement venir en France pour poursuivre mes rêves en voyant les écoles de commerce françaises. 2 ans et demi, 3 ans à peu près après cette époque, je me trouve devant toi, après avoir fait 2 ans de prépa au lycée Saint-Louis de Paris et avoir intégré Schema Business School pour cette rentrée. Donc ça fait déjà pas mal de trucs. On va revenir bien sûr sur tous ces aspects-là. Peut-être avant, c'est pareil évidemment, la Syrie, on en parle peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ça a vraiment fait malheureusement j'ai envie de dire, c'était sur le devant de la scène de l'actualité pendant des années et des années. Est-ce que tu peux nous raconter, évidemment j'imagine que c'est aussi compliqué pour toi, ta famille est encore là-bas, donc tu peux peut-être pas tout dire, mais nous raconter un peu concrètement c'était quoi ton quotidien pour un enfant qui est né dans les années 2000 en Syrie, peut-être avant la guerre et puis après la guerre, voilà, on a appris tous dans les livres d'histoire en prépa, notamment les printemps arabes, ce qui s'est passé avec le régime syrien. Mais
toi, de ton point de vue d'adolescent, à l'époque, c'était quoi en fait la réalité de la Syrie? Bon, avant la guerre, c'était, si vous voulez, comme tout pays, plus ou moins comme la France. Voilà, on est allé à l'école, tout ce que tu veux. À l'époque, on était même capable de voyager. On avait l'occasion, avec mes parents, de vraiment voyager durant l'été, avoir des vacances, tout comme voilà, un homme normal, français par exemple. Après tout ce qui s'est passé en 2011, et ben voilà, les choses sont devenues plus compliquées. C'est devenu de plus en plus difficile à sortir du pays et avoir des visas vers des pays étrangers, vu les sanctions d'une part, vu tous les événements qui sont passés dans le continent européen d'autre part, ou même ailleurs par exemple. Donc de plus en plus, le Syrien s'est vu restreint d'avoir des visas pour des pays étrangers. Et voilà, pour la famille nous-mêmes, les conditions sont allées de pire au pire, si tu veux. Et donc, au niveau d'électricité, par exemple, des choses comme ça. Mais voilà, donc, c'était vraiment des conditions très... oui, c'est ça, oui, tu n'avais pas forcément d'électricité. Et puis, j'imagine que tu as une précarité, tu ne sais pas si demain, tu ne vas pas devoir évacuer, quoi. Justement, tu dois toujours... il y avait toujours cette menace de la guerre qui était présente. Et donc, tu dois toujours te dire, peut-être demain, je vais devoir quitter ma maison, je vais devoir peut-être quitter mes amis, ma famille, peut-être je perdrai un bien aimé. Voilà, c'est la guerre, dans tous les sens du terme. Ouais. Et pourtant, donc, malgré ça, tu l'as dit dans l'introduction, tu as passé le bac, bon, tu t'es plutôt bien débrouillé, parce que ça, tu es arrivé 2e du pays au global? Oui, en fait, en Syrie, c'est un système éducatif un peu spécial. Donc, déjà, on n'a pas de lycée français dans la totalité du pays. Ouais. On n'a pas de... Mais donc toi, à l'époque, on est d'accord que tu n'avais aucun rapport avec la France? Aucun rapport avec la France. Tu parlais pas français? Pas du tout. Okay. Mais quand j'étais petit, j'étais dans une école de bonnes sœurs. Donc j'étais vraiment très très petit. Et on avait des cours de français de type je m'appelle, tu t'appelles. Oui, voilà, tu avais le niveau A1, A2. Voilà, ouais, okay, ouais. Et donc en arrivant au bac, il y avait toujours cet aspect soit lycée privé, soit lycée public. Et ça avait continué malgré la guerre? Oui, ça a continué malgré la guerre. Okay. Mais il n'y a pas une différence en termes de qu'est-ce que tu vas passer après. Parce que tous les lycées de la Syrie vont passer le bac général syrien et c'est tout. Okay. Même les lycées internationaux. Ouais, c'est vraiment l'examen national que tout le monde passe. Il y a l'examen national que tu dois passer, quoi que ce soit. Et donc, pour ma part, j'étais dans un lycée public qui est fait dans un cadre un peu spécial, qui est pour les étudiants exceptionnels. Donc, si tu veux, après... en arrivant au 2e, au 3e, il y a toute une sorte de concours entre les meilleurs élèves de tous les lycées d'une ville, de chaque ville, pour pouvoir entrer dans ces lycées, qui sont un lycée par ville, pour les étudiants vraiment exceptionnels. Donc, qui ont, je sais pas, des 18, des 19 en moyenne. Voilà, tout meilleur. Okay. Voilà. Et donc, chaque ville réunit les meilleurs élèves dans un lycée. Et ils sont toujours des classes, une trentaine ou 35, trentaine d'élèves. Et c'est là où ça joue vraiment pour les meilleures places au niveau national pour le bac. Okay. Et voilà. Donc, moi, j'ai fait mon lycée dans le lycée des étudiants exceptionnels de Hama. Ouais. Et dans ma classe, il n'y avait que des gens qui ont eu 18, 19, 19 et demi, pour ma part, presque 20 en bac. Ouais, t'as 19,98, c'est ça, ce que tu m'avais dit quand j'avais préparé l'interview. Oui, voilà, ouais. Donc autant dire 20, quoi. Ok, et donc bon, tu te retrouves avec cette note-là, et alors, donc c'est là où il faut que tu m'expliques, c'est que malgré tout, t'es quand même resté en Syrie et t'as commencé à faire médecine, c'est ça? Exactement. Tu peux nous expliquer exactement le parce que, en général, dans les pays de l'Orient, et notamment de la Syrie, quand t'es médecin, t'es considéré comme quelqu'un qui a de valeur. Et si tu veux faire... C'est la plus haute distinction exactement. Sociale, entre guillemets, en termes de métier, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, si tu veux, d'une part, avoir de l'argent, gagner sa vie, et d'autre part, avoir une classe sociale et une mérite sociale d'une certaine manière, c'est soit la voie de médecin, tu deviens médecin, soit tu peux pas. Et donc, en général, c'est les gens qui ont plus de 18 de moyenne, à peu près, en Syrie, qui peuvent faire cette année de prépa, entre guillemets, pour entrer dans les... Un peu comme la PACES en France, enfin PACELAS maintenant, sauf que là, il n'y a pas tout le monde qui peut y aller, c'est déjà que les meilleurs qui peuvent aller en médecine. Exactement, et c'est par rapport aux notes de bac. Okay. Donc,
il n'y a pas de activité extrascolaire. C'est vraiment tes notes. C'est vraiment la note. Soit tu as la note, soit tu n'as pas de la note. Okay. Si tu as la note, tu peux rentrer, sinon tu ne peux pas rentrer. Okay. Après, tu fais une année, tu fais prépa médecine, c'est comme la PACES, comme tu as dit. Après, c'est vraiment aussi ta note. C'est aussi, par contre, ce qui est différent de la France, c'est que d'une part, les épreuves sont en QCM, donc tu as 100 QCM et tu as en mode 30 secondes pour répondre à chaque question. Ouais. D'autre part, c'est pas relatif aux autres élèves. Donc si tu as vraiment fait, je sais pas, 100 QCM corrects, 100 questions correctes dans le QCM, tu auras 100%. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc c'est pas relatif aux autres et qu'est-ce que les autres ont fait. Ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment tu passes de je suis en médecine et je suis en Syrie à je suis en prépa, je suis en France? Oui. En fait, si tu veux, durant cette année de médecine, j'ai pas vraiment aimé l'ambiance. J'ai parlé tellement avec mon père, j'ai dit, même si j'avais la note complète en bac, je suis pas content dans ce milieu de médecine et je veux vraiment pas devenir médecin. Ouais, toi, c'était le business C'est vraiment le business, vu que j'avais pas mal de business en ligne et j'avais déjà mes trucs qui marchaient en ligne. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais vraiment me lancer dans ce domaine-là et je vais vraiment me montrer et montrer à ma société qu'il y a une autre voie que le médecine pour devenir quelque chose dans la société. Ouais, okay. Et donc, durant cette année, j'avais un peu de soutien de ma famille en disant, alors, si tu veux trouver une autre voie, que ça soit pas en Syrie. Ouais. Parce que si tu fais business en Syrie, c'est que tu n'as pas eu une moyenne exceptionnelle, c'est que tu as eu 11 de moyenne. Ouais, en ok. gros. Donc, et à l'époque, je veux dire, pour se rendre compte, donc ça c'était 2018, c'est ça à peu près? C'est exactement ça. Ouais, voilà. La réalité de la Syrie, c'était quoi? Parce qu'en gros, il y avait eu un exode massif de la population. Il y avait un quart carrément des Syriens qui étaient partis de leur pays vers 2015-2016, ça si j'ai bonne mémoire. Bon, en plus, la guerre durait déjà depuis un petit moment. Ça s'était calmé, les tensions? Enfin, c'était quoi un peu la réalité aussi sur le terrain? Écoute, la réalité, c'était vraiment lié aux régions. Donc, il y avait des régions très, très chaudes. Là où il y avait vraiment une guerre, des confrontations militaires, de la guerre totale, si tu veux. Ouais. Et il y avait d'autres régions où il n'y avait pas vraiment de guerre, d'une manière directe, mais il y avait juste ces conditions de vie qui ne sont pas très confortables. Ouais. Tu as l'électricité pour 3 heures par jour, par exemple. Tu n'as pas l'électricité tout le temps, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas des confrontations dans les rues. Il n'y avait pas une guerre totale. Ouais, tu n'avais pas peur de te prendre un obus C'est exactement. Tu n'as pas peur d'avoir un missile qui tombe sur ta maison. Okay. Mais c'était aussi contraignant. Okay. Donc, à l'époque, après avoir fini la prépa, la PACES, l'équivalent, quoi, ouais. J'avais les notes d'entrer en médecin, en médecine, mais au même moment, j'avais postulé à des bourses, ces fameuses bourses dont on parlait, donc en Slovaquie et en France, c'est ça? C'est ça. Mais donc, tu as postulé vraiment partout en Europe et c'est la Slovaquie et la France qui t'a Pas du tout. J'ai postulé seulement à ces 2 bourses. Ok. Pourquoi, je veux dire, à la limite la France, je sais pas le rapport que vous avez en Syrie avec la France, tu vois, mais la Slovaquie, c'est pas, j'imagine, le premier pays qui te vient en tête quand t'es syrien, quoi. Sans doute. Mais ce qui est notable, c'est que les autres bourses européennes, comme il y avait une bourse de la Roumanie, il y avait une bourse de l'Autriche, j'imagine, ou des choses comme ça, d'une part, ils ne payaient pas vraiment, ils te donnaient un visa, mais pas plus. C'est une bourse de type on te donne un visa. C'était pas vraiment une bourse. Après, débrouille-toi, quoi. Voilà. Ça, c'est une chose. D'autres choses, il y avait d'autres bourses à l'international, notamment au UK, mais il fallait avoir un IELTS ou un TOEFL. Et en Syrie, tu peux pas passer ni l'IELTS ni le TOEFL, tu n'as pas de centre d'examen. D'accord. Et donc, j'ai vu que ce qui est demandé pour postuler à ces 2 bourses, c'était des choses que j'ai, un CV et une lettre de motivation, et mes notes de bac. Et donc, c'était pas très, très compliqué à postuler. Tu vas juste écrire qui tu es et pourquoi tu mérites la bourse. Ok, donc tu t'es dit la France et la Slovaquie, c'est les 2 pays où potentiellement je peux atterrir. Okay. C'est les 2 bourses que potentiellement je peux avoir. Oui, d'accord. Donc j'ai postulé à ces 2 bourses et j'ai eu ces 2 bourses. Ok, donc tu arrives du coup en France à l'issue de ton année de médecine que tu aurais pu, du coup tu avais réussi mais tu as décidé de pas poursuivre. Oui. Et du coup ça se passe comment j'imagine déjà aller de Syrie en France, ça ne doit pas être anodin même encore en 2018-2019. Oui. Comment ça se passe? T'as aucun pied à terre en plus en France à ce moment-là? Pas du tout. En fait, si tu veux, en octobre 2019, j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Il faisait froid. J'étais avec ma petite valise. Tu vois, je connaissais personne en France. Je connaissais vraiment
personne. Et pas la langue, on est d'accord, tu parlais toujours pas français. Et je parlais pas un mot de français. Ouais. Donc si jamais je voulais aller aux toilettes à l'aéroport, je sais pas comment dire au monsieur qui travaille à l'aéroport, c'est d'où les toilettes. Ouais, ok. C'est jusqu'à ce point que je parle aucun mot de français. Et l'anglais, ça allait ou... Enfin, pour l'anglais, j'étais plus ou moins bilingue. Ouais. Je parlais très très bien anglais, mais j'avais toujours peur d'aller parler aux gens en anglais, ce qui peut faire bizarre. Les Français, ils sont toujours un peu réticents avec l'anglais. C'est ça. Quoi. Okay. Et donc, c'était vraiment comme ça. T'es avec ta petite valise, t'arrives en France, t'as rien du tout, tu connais personne. On parle pas de réseau. Là, on parle pas de réseau, on parle vraiment, tu connais absolument personne. Ni amis, pays, ni machin. Rien. Tu connais aucune rue, aucune ville, tu connais rien du tout. Tu connais même pas c'est quoi carte Navigo. Voilà, c'est quoi métro? Enfin, t'es jamais. On te dit c'est un M jaune, mais tu peux te retrouver au McDo comme au métro. Quoi. C'est exactement. Tu connais rien du tout. Et donc, au début, c'était hyper dur sur tous les aspects. Heureusement, il y avait cette association franco-syrienne qui m'a vraiment aidé, notamment au niveau administratif, parce que la bureaucratie française. Oui, c'est bien. Mais alors, donc, comment tu t'étais retrouvé en lien avec cet asso, du coup? Ils avaient un partenariat. Enfin, la bourse, elle était vraiment proposée, un partenariat entre eux et la mairie de Paris. Ok. Ouais, donc eux, ils ont pu au moins un minimum t'aider, quoi. Mais oui, ils m'ont aidé. Ouais. Et jusqu'au moment où je me suis trouvé au cours de français. Donc, c'était vraiment... Ils ont loué la chambre étudiante à la cité universitaire. Ils ont dit, voilà, donc pour le métro, il y a la carte Navigo. Pour, je sais pas, pour ton téléphone, il y a Bouygues Télécom, il y a Free, il y a je sais pas quoi, tu choisis. Pour la banque, il y a LCL. Pour nanana, tu fais tes trucs. Tu fais tes démarches. Tu fais tes démarches. Et voilà, après, pour ton cours de français, c'est dans telle place, telle heure, nanana, tu vas et tu vas voir qu'est-ce que ça dit. Ok. Et donc, mais parce que t'es arrivé quand? Tu m'as dit quel mois exactement? Octobre 2019. En octobre. Et donc tu pensais postuler pour Parcoursup pour la rentrée d'après? C'était ça l'idée? Mais pas du tout, parce que quand je suis arrivé, je te dis, je savais même pas c'est quoi un métro, c'est quoi les lignes de Paris. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, t'es vraiment arrivé. Voilà, je suis vraiment arrivé comme s'il y a un alien qui tombe du ciel. Ok. Et Parcoursup, pas du tout. Oui, tu savais parce que pas du tout. Oui, ok. Donc déjà, j'ai passé à peu près 2 mois. Pour pouvoir justement avoir un peu de niveau de français qui est pas un minimum le système dans lequel tu as enfin, c'est pas conversationnel après 2 mois. Après 2 mois, c'était juste que peut-être si je lis un truc et je me concentre vraiment, que peut-être je vais pouvoir comprendre vaguement de quoi ça parle. Exactement. Okay. Et donc, on est resté dans les cours de français et je tiens à remercier vraiment Madame Sylvie Barrier et toute l'équipe qui était avec elle à l'Université Sorbonne Paris-Nord, qui étaient vraiment très très sympas avec nous, qui ont tout fait. Et c'était qui? T'étais avec qui les gens c'était des gens avec des situations un peu similaires à la tienne ou... Oui, si tu veux, un peu des gens qui sont issus des zones de guerre, des choses comme ça. Et il y avait même parfois des gens qui sont pas du tout dans ces milieux, mais juste qui parlaient pas français. Voilà, ils faisaient des cours de français. Et donc voilà, ils ont fait vraiment pas mal de choses pour nous, mais tu te rends compte, à 6 mois, tu peux pas faire grand chose. Si tu parles pas français à 6 mois, enfin, si tu parles pas français, t'arrives même pas à dire je m'appelle. Oui. À 6 mois, tu vas pas devenir Voltaire. Ouais, non, c'est clair. À 6 mois, tu vas à peine pouvoir aller parler avec, je sais pas. Ouais, et puis c'est ça, et puis surtout que, à la limite, t'avais l'anglais dans la tête, mais je veux dire, ta langue maternelle qui est l'arabe, c'est quand même très éloigné du français, tu vois, les structures de phrases, machin. C'est pas la même racine. On n'a pas la même, si tu veux, sexe des choses. Donc, le là, machin. Voilà, le là, donc c'était un délire, et ça reste une délire ou un délire déjà. Non, un délire. Voilà, pour l'anecdote, en off, on parlait du matos, caméra. Et tu m'as dit, on dit un caméra ou une caméra. Voilà. Et tu sais, c'est vrai que c'est con, mais quand c'est pas ta langue natale, des trucs comme ça, tu sais pas quoi. Et jusqu'à là, je suis en train d'apprendre. C'est quoi une table, une fenêtre. Non, mais je comprends. Ouais. Ok. Donc tu fais ça, et alors donc comment petit à petit, tu te dis, ok, je vais faire une prépa ECS à Saint-Louis, Parcoursup, c'est comme ça, machin. Enfin, comment progressivement, tu... Alors, faut vraiment aller étape par étape. Déjà, faut savoir, prépa, je savais pas qu'il y a un truc qui s'appelle prépa. Il y a plein de Français qui savent pas que ça existe. Donc, pour un étranger, c'est normal.
déjà, comment entrer dans les universités en France? Donc, j'ouvre Google. How to get an admission university in France. Ok. Donc, tu as les résultats en anglais. Ouais. Voilà, tu cliques. If you are in France, there is Parcoursup. Donc, il y a un lien. Tu cliques, voilà, Parcoursup. C'était, je crois, avril ou un truc comme ça. Ok, bon, Parcoursup. Très bien. Crée un compte, je sais pas quoi, nanana, et tu peux choisir les universités. Et là, il y avait un délire. Faut pas juste mettre les notes, comme en Syrie. Ouais. Il faut mettre les activités extrascolaires. Oui, il y a fameuse, l'aide de motivation, là, je sais pas quoi. Ouais. Et pour les lettres de motivation de mes bourses, mais j'avais 2 pages comme ça remplies de trucs. Oui, alors que là, c'est j'ai fait. hyper court. Alors là, c'est 200 lettres, je sais pas quoi. Et moi, je m'arrive pas à m'exprimer en français assez bien pour exprimer mon histoire en 200 lettres, tu vois. Oui, bien sûr. Donc c'était vraiment un truc, mais de quoi vous parlez, tu vois. Ouais. Et donc, je savais même pas qu'il y a une prépa. Ça me dit rien du tout. Oui, le donc, système de manière générale des grandes écoles, t'es totalement étranger, quoi. Oui, exactement. Donc, on parle toujours, tu vois, des enfants qui viennent des quartiers défavorisés, qui ne savent pas les cursus, tout ça, nanana. T'imagines pour quelqu'un qui est arrivé de nulle part. Ah oui, oui, bien sûr. C'est encore plus nébuleux, quoi. Ouais, voilà. ok. Donc, une soirée, en mode 2 ou 3 jours avant la fermeture de l'inscription, enfin, la fermeture des vœux, si tu veux. Je parle avec un ami syrien. Il m'a dit, oui, j'ai vu ce truc, tu vois, classe préparatoire, tout ça. Donc lui aussi, il venait d'arriver en France comme toi. Pour lui, ça fait, il est venu avant moi en 2 mois ou un mois et demi. Enfin, bon, même situation, quoi. Mais il a rencontré un Français qui lui a dit, oui, il y a ce truc qui s'appelle prépa. Ok. Donc, tu vois, ça, c'est pas comme les universités, mon cher ami. C'est comme en Syrie, la prépa médecine. Ok. Ouais, c'est prestigieux, c'est pour ceux qui bossent, quoi. Ouais. Bah, pas du tout. Il n'a pas dit ça du tout. Ah. Il a dit, c'est pour entrer aux meilleures universités de la France. Ok. Donc, si c'est comme ça, ok, pour les meilleures universités, l'excellence, nanana, 2e meilleure note, je me suis dit, quoi que ce soit, ça sera facile. J'aimais pas le médecine et je peux l'avoir, donc ça va être facile. Okay. Encore une fois, page Google. Ouais. What is prepa in France? Oui, donc, je sais même pas s'il y a des résultats en anglais sur ça. Je sais pas. Tu lis quelques trucs, après tu fais traduire ce page, nanana. Très bien. Tu arrives à un moment là où tu comprends que tu as le droit d'avoir 10 vœux de plus de tes 10 vœux d'université. Okay. Donc j'ai dit, bah, mec, c'est génial, je peux avoir 10 vœux de prépa. Et donc là, ça me fait 20 vœux et je veux juste avoir une admission. Là, à l'époque, la question, c'était juste, est-ce que je peux avoir une admission dans une université française pour pouvoir rester en France? C'était ça l'objectif. Donc, très bien. Google, encore une fois, best class prépa in Paris, vu que je voulais pas quitter Paris. Et donc, tu as les listes des lycées à la Henri IV, Louis-le-Grand, Saint-Louis, nanana. Et donc, copier-coller, Parcoursup, juste pour remplir 10 vœux. Oui, parce que les noms te disaient rien du tout, quoi. Exactement. Louis-le-Grand ou Henri IV, pour moi, c'est... Henri IV, c'est même pas que c'était un roi. Pas du tout. Pour moi, je savais même pas si c'est à Paris ou c'est Google qui déconne, tu vois. Ok. Bah, si c'est comme ça, c'est, tu vois, copier-coller. Pour la lettre de motivation, c'était juste en mode, bonjour, moi, je suis syrien, j'avais la 2e meilleure note du pays, ils m'ont dit qu'il y a une classe prépa et c'est un truc qui est pas mal, donc je veux vraiment intégrer ce truc, merci à vous, voilà. Ok, d'accord. Ok, donc résultat Parcoursup, et là, du coup, ce que tu m'avais dit, bah, du coup, t'étais quand même, le système Parcoursup fait que du coup, tes notes étaient super valorisées, et en fait, t'as eu quasiment tout, c'est ça, en fait? Exactement, parce que j'avais 20 sur 20 dans mon bac, presque, et donc quand je mettais ça sur Parcoursup, j'étais automatiquement parmi les premiers que les admisseurs, ceux qui font les admissions, bien sûr. voient, et donc, ayant une histoire un peu atypique, parmi les 20 vœux que j'avais mis sur Parcoursup, j'avais 11 ou 12 ou 13 le premier jour, sans liste d'attente. Donc c'était 13 admis d'office. Donc admis, tu cliques, tu as l'admission. Parmi eux, il y avait lycée Saint-Louis et lycée Montaigne, classe prépa. Pour moi, ça me disait pas grand-chose, ni lycée Saint-Louis, ni lycée Montaigne. Oui, bien sûr. Pas du tout. Au même moment, j'avais un accident qui est arrivé dans ma vie. J'ai perdu ma grand-mère, qui était vraiment comme ma mère, dans un accident de voiture. Donc en Syrie. En Syrie. Et donc c'était le jour des résultats Parcoursup. Ah oui. Et donc j'étais vraiment pas prêt
à avoir Ouais, tous ces informations au même moment. Ok. J'étais dévasté totalement. Et c'était vraiment un des pires moments de ma vie. Ouais. Parce qu'il y avait le Covid. J'étais incapable d'aller... T'étais loin d'elle, tu pouvais rien faire. Ouais. J'étais loin d'elle, loin de ma famille. Ouais. C'était vraiment elle qui m'a fait grandir. J'ai grandi dans sa maison, vu que mes parents voyageaient beaucoup avant la guerre, etc. Et donc, j'étais dévasté à un niveau jamais vu. On imagine, ouais. Et j'étais totalement incapable de penser qu'il y a un choix à faire pour Parcoursup. Parce que tu dois tu dois valider une vœu dans 3 jours, un truc comme ça. Ouais, okay. Et pour moi, j'étais dévasté. Je voulais plus faire des études. Je voulais juste tout arrêter dans ma vie. Okay. Et donc, le jour de la confirmation obligatoire, je me suis assis. Je me suis dit, écoute, tu as tout ça, choisis quoi? Et j'étais vraiment perdu entre la Sorbonne, qui est l'université prestigieuse connue dans tout le monde. Donc en Syrie, c'est vraiment quelque chose qui est très connu. Ouais. Et lycée Saint-Louis, parce que j'ai vu que c'était le 7e ou le 8e en France. Ouais, c'est une super prépa. Donc je me suis dit, salue d'ailleurs Frédéric Munier, c'est qui ça. nous regarde assidûment et qui vient souvent ici aussi. Exactement, on envoie toutes nos salutations. Et pour ma part, salutations. Et voilà, peut-être on aura l'occasion de parler de M. Munier et l'équipe qui a travaillé à lycée Saint-Louis. Mais en général, voilà, je me suis dit, j'ai eu l'occasion d'être accepté à Saint-Louis, alors je suis assez bon, je vais accepter. Je sais même pas c'est quoi la prépa. Je sais même pas... Ouais, les matières et tout, tu sais. Les matières, je sais même pas c'est quoi un emploi de temps en prépa. Okay. Je sais pas du tout. Ouais, donc tu es vraiment allé la fleur au fusil, quoi. C'est normal parce que j'arrive même pas à m'informer. Ouais. Vu que je parle pas français assez d'une manière qui me permet de comprendre ce qui se passe. Okay. Donc, voilà, je me suis dit, si j'étais accepté, c'est que je suis assez bon. Et donc, j'y vais, ça sera génial, nanana, ils vont m'aider. Okay. J'ai commencé à envoyer des messages à des anciens de Saint-Louis en disant, moi, je parle pas français. Est-ce que vous pouvez demander aux profs de me dire quoi lire pour l'été, pour des trucs comme ça. Ouais. Ils m'ont conseillé des choses, des livres, mais que c'était en mode les 100 mots de la géopolitique, les 100 mots de la philosophie. Oui, c'est ça, alors que tu n'avais pas le niveau en français pour... Mais j'avais même pas le niveau de lire tout ça. Okay. Donc... Ouais, ok, donc c'était un peu la galère. Et alors, ok, donc finalement, tu es admis à Saint-Louis. Alors, ce que tu me disais aussi, c'est que tu travaillais en parallèle, non, pour amener un peu de revenus à ta famille, non, c'est pas ce que tu m'avais dit initialement? Pas vraiment à l'époque, mais c'était dans le sens inverse. Ouais. Pour ne pas être obligé de prendre l'argent de ma famille. Au moins être neutre pour eux. Exactement. Okay. Vu que c'est un délire de malade de pouvoir avoir des virements de la Syrie en France parce que c'est interdit. Ouais. Et donc, c'est toujours en espèces. Ouais. Et donc, si tu as l'argent en espèces, déjà, comment avoir l'argent en espèces de la Syrie en France? C'est des gens qui partent, qui reviennent, etc. Qui partent, qui reviennent. Oui, puis à l'époque, tu faisais pas des allers-retours Paris-Syrie. Exactement. Comme ça, quoi. Exactement. Ouais. Donc c'était vraiment pour pouvoir me soutenir au plus longtemps, sans demander l'argent de mes parents, tout simplement. Mais t'as fait quoi à ce moment-là, du coup? J'avais un site internet qui est toujours en ligne, d'ailleurs. Ah oui, donc tu gagnes de l'argent comme ça d'une manière, c'est une marque de bijoux qu'on a montée avec quelques amis. Qui se spécialise dans les colliers arabes. Ok. Et donc ça, tu l'as fait avant même de rentrer en prépa? Oui, parce que j'avais pas mal de choses avant la prépa. Quand j'étais en Syrie, je connais faire des sites, des e-commerce, tout ça. Ouais. Donc quand je suis arrivé en France, je me suis dit, je vais me lancer, je vais faire une marque. Et voilà, on s'est spécialisé dans les bijoux. Ok. Et ça t'a permis de dégager un peu de revenus quand même, et puis au moins de pouvoir faire transiter de l'argent autre que du liquide qui transite de la Syrie vers la France. Exactement, ça m'a permis, et jusqu'à là, d'avoir, si tu veux, une source continue de revenus qui est vraiment... Tu as vraiment eu besoin. Pas mal. Ok. D'accord. Bon, alors donc, du coup, si on avance, donc les grandes vacances, etc. Bon, j'imagine que t'es pas parti non plus aux Seychelles pendant ces grandes vacances-là, mais tu te retrouves en septembre à Saint-Louis. Et là, du coup, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu rencontres, que ce soit en termes de cours ou même autour? Parce que Saint-Louis, il n'y a pas d'internat, il me semble. Donc, si. Ah, il y a un internat? Il y a un internat, mais j'étais pas à l'internat. T'étais pas à l'internat? Ah, pardon, ok, c'est ça. Okay. En fait, déjà, je vais pas gâcher le premier jour pour ceux qui vont intégrer Saint-Louis. J'ai parlé vraiment du deuxième jour, là, le 8h du mat, quand tu te rends à l'école. Je me rends à l'école, il y a les cours qui commencent. Déjà,
en cours de géopolitique, je comprends rien en français. Ni en Ouais. cours de géopolitique, ni en maths. Enfin, j'arrive pas à comprendre quand les profs parlent. Oui, Tout simplement. Oui, tout simplement la langue française. Ouais, quoi. j'arrive pas à comprendre. À l'époque, il y avait les masques. Ah oui, en Donc, plus. ça me rendait les choses mais énormément difficiles, voire Ouais. impossibles. Ok. Enfin, je comprenais pas. Ouais. Et enfin, on avait des cours maths plus géopolitique jusqu'à 13h. Mhm. Donc, moi, à 13h, je rangeais mes affaires, je les mets dans mon sac et je dis aux collègues qui étaient à côté de moi, bah écoutez, c'était génial, merci à vous, c'était vraiment chouette. T'es les étudiants, du coup, tes camarades. Ouais, mes ok. camarades, les Ok, ok. étudiants. Et je voulais partir chez moi. Ouais. Parce qu'en Syrie, on termine l'école à 13h. Ok. Oui, donc t'avais même pas imaginé qu'il pouvait y avoir des cours l'après-midi, quoi. Non, mais pas du tout, mais c'est hors de question. Je me suis dit, c'est- voilà, c'était même pas l'envie. 13h, Ouais. 13h, tu rentres chez toi, Ouais. c'est fini. Et donc, ils disent, mais non, mec, attends, il y a la cantine là. Je dis, oh, waouh, oh, waouh, la République, mais c'est vraiment une chose, tu vois. La République, la modernité, tout ça, ils mangent avant de partir chez eux. C'est vraiment quelque C'est chose génial, de ouais. civilisationnel et tout ça. Ouais. On mange à la cantine, je dis, écoutez, là, c'était vraiment top. C'est quoi cette expérience? Vraiment, je vais maintenant parler à rentrer mes chez moi. enfants et tout. On a mangé à la cantine, tout ça. Non, 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 très bien, merci, là, je pars. Ils me disent, mais attends, il y a les cours. Je dis, mais les gars, quels cours? Ils me disent, là, il y a les cours d'après-midi. Ouais. Et moi, là, j'étais dévasté, mais choqué. Mais attendez, les gars, comment ça, il y a des cours l'après-midi? Et là, ils commencent à m'expliquer qu'en France, on termine l'école à 18h. Ouais, surtout en prépa. Ouais, en fait. en prépa. Ouais. Et de plus, en prépa, il y avait cette histoire de colle. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est souvent, t'accroches jusqu'à 17 et après, t'as l'école jusqu'à 18, quoi. Et là, moi, j'étais franchement choqué. Je me suis dit, là, je dois arrêter. À 18h, j'étais mort sur ma chaise. Voilà. Il devait appeler l'ambulance. J'étais mort. C'était terminé. Et surtout qu'en prépa, après, c'est pas fini ta journée à 18h. Exactement. C'est ça, le truc, quoi. Justement, le fait que j'ai fait 2 jours d'école syrienne Ouais. en un jour Ouais. en prépa, ça m'a dévasté. Je me suis dit, bah Ouais, écoute, t'es vraiment pas au bon Non, mais endroit. en plus, surtout que 2 jours en un jour, mais en plus, en comprenant pas grand chose au cours parce que c'était en français, quoi. Justement, il y avait Ouais. 3 heures de philo et Ah ouais. le délire, c'était pas de comprendre. La vraie question, c'était de ne pas dormir Ouais. en écoutant 3 heures de philo, mais tu comprends rien du Ouais, tout. déjà qu'en français, même quand tu parles très bien français, tu comprends pas très bien le cours parfois. Mais, Alors là, mais pour ma part, c'était comme si on te met dans une classe chinoise Ouais. et il te parle durant 3 heures. ouais, c'est ça. Donc, tu peux parler de c'est n'importe quoi, de toute façon. le premier cours de philo, Ouais. la question c'était juste, c'est vraiment un tabou si tu dors. Ouais. Ils vont dire, on a fait venir ce Syrien, il est dormi au cours de philo. Ouais. Donc, Donc, t'as juste lutté contre le sommeil. Voilà, quoi. c'est l'objectif. Le seul objectif, c'était pas dormir. Ouais, Ok. et c'était impossible Ok. de comprendre ou d'avoir des notes, enfin Oui. Tu sentais que là, ok, d'accord. Voilà. Ok, donc tu rentres chez toi, et là, j'imagine que, je sais pas, moi, j'essaie de me mettre à ta place, je me serais dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, concrètement? C'est totalement vrai, Ouais. mais je me suis dit aussi, peut-être que pour les examens, parce que moi, je pense toujours notes, examens, concours, avoir Ouais. l'admission. Ok. Donc, je me dis, peut-être pour l'examen, ça sera beaucoup plus facile. Pour les examens, je vais tout dévaster parce que j'aurais juste besoin de comprendre un peu. Tu vois. Ok. J'aurais juste besoin de comprendre la question. À l'époque, Ok. je savais pas c'est quoi, comment dire, c'est comment les sujets. Enfin, Ouais, parce que pour tu moi- m'as dit, la notion de dissertation, elle est totalement inconnue en Syrie. Mais en fait. pas du tout. Mais Ouais. déjà, traduire le mot dissertation, on peut pas traduire. En arabe, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas un équivalent. Ouais. Et en Syrie, on n'a jamais dans nos vies même pensé à faire des dissertations. Ouais, 3 parties, 3 sous-parties. à Mais partir c'est hors de ouais, question. ouais, C'est ouais. vraiment... En Syrie, les sujets sont des questions, tu réponds, ou des Ouais. questions. Donc, je sais pas, je sais pas, c'est quoi les objectifs de barrage Aswan. Ouais, c'est ça, tu Et- réponds de manière factuelle et en 1, quelques 2, 3. lignes. Voilà, voilà, 1, 2, ouais, c'est 3, ça. 3 lignes, Oui, voilà, oui, c'est tout. ok. Et c'est ton cours. Ok. Donc, tu t'apprends par cœur, tu as les livres, tu les apprends par cœur, tu vas à Tu restitues l'examen. le truc et voilà, terminé. Voilà, Oui, alors que terminé, là, en t'as prépa, faim. on te demande de réfléchir, quoi. Il faut Bah. connaître son cours, mais une fois que tu connais ton cours, bah, t'as pas une bonne note en le recrachant, quoi. Exactement, bah, exactement. Et de plus, en Syrie, tu t'écris pas 4 heures comme ça dans le vide. Ouais, c'est Bah, ça. c'est- Non, mais c'est les une question- ouais, c'est totalement différent. quoi. Ouais, c'est vraiment totalement différent. Et je me suis dit, peut-être, en juste ayant le cours de philo, quand je vais à l'examen de philo, je vais avoir qui a écrit le discours de la méthode. Je vais dire Descartes.
Tu vois, Ouais. pour moi, c'était des choses Ouais, c'est ça. de ce Alors type. que, en fait, genre, tout le monde le sait, mais maintenant, ce qu'il faut, c'est réfléchir autour de ça. Quoi. Exactement. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc, t'étais vraiment à 1000 km de comprendre le truc. Quoi. Exactement. Et du coup, c'était quoi la suite? Comment t'as progressé? Comment t'as évolué dans la classe? Est-ce que tu t'es fait des potes? J'imagine que les premiers DS, ça devait être un enfer aussi. Déjà, sur les maths, pour les maths, c'était pas en vrai enfer, si tu veux, parce que j'étais capable plus ou moins d'être au niveau de la classe, voire un peu mieux. Ouais, un peu mieux de la assez moyenne. fort, ouais. Ok. Un peu mieux de la moyenne. Ouais. J'avais la chance, j'avais vraiment beaucoup de chance d'avoir des gens, mais incroyables, mais des gens, mais vraiment inoubliables, qui étaient à côté de moi, parce que si jamais aujourd'hui, j'arrive à parler français de cette manière, que tu me comprends, que j'espère que les spectateurs vont comprendre, tu vois, c'est pas parce que je suis très, très intelligent ou très fort, quoi que ce soit. C'est vraiment grâce à ces gens de Saint-Louis qui étaient mais vraiment incroyables. Ouais, qui ont pris le temps de te parler. Qui avaient une donc fraternité. tu parles de tes camarades de classe, quoi, tout simplement, les mecs qui sont rentrés avec toi en même temps. Quoi. Mais ils étaient vraiment... tu crois pas qu'il y a des gens qui existent comme eux. Enfin, peut-être je peux citer ou pas, mais il y avait vraiment Kevin, William, Pierre et Dimitar, Diane, Mathilde, Brian... j'ai peur d'oublier des gens encore. Enfin, Adèle, Mathias, Reda et Thomas. Enfin, ces gens-là, ils étaient là à côté de moi. Ils me parlaient, malgré le fait que j'arrive même pas à construire une phrase de français. Ouais, ils ont pris le temps. Ils ont vraiment pris le temps de m'écouter, de savoir qui c'est ce mec, il fait quoi, d'avoir un peu mes idées, même si ça veut pas ajouter grand-chose. Ils te regardaient comme un ovni ou juste ils voulaient vraiment apprendre à te connaître comme un camarade de classe lambda? C'est vraiment comme un camarade de classe, sans vraiment regarder le fait que je parle pas français. C'est comme si j'étais un camarade de classe lambda, normal. Okay. Même s'il parle pas français, on va attendre un peu. Juste un peu plus d'efforts, mais c'est un camarade de classe comme un autre. Exactement. Et ils étaient vraiment incroyables. J'ai eu même l'occasion d'aller faire les concours avec eux. Ouais. On a vraiment loué un appart. Et c'était vraiment une fraternité de jamais vu. Moi, j'aurais jamais cru dans ma vie qu'en partant en prépa, en partant dans un pays étranger, je vais trouver des gens vraiment assez chouettes que ces gens-là. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est ça, et c'est important ce que tu dis, parce qu'on a souvent l'image qu'en prépa, surtout dans les grandes prépas, on se tire dans les pattes et tout, machin, mais en fait, pas du tout. Il y a une solidarité de malade. Mais pas du tout. Ouais. Ils étaient vraiment à côté de moi. Ouais. Et en revenant sur l'histoire du premier DS, je t'ai dit qu'en maths, c'était OK. Ça allait, ouais. Ça allait. Okay. Mais en géopo, c'était une catastrophe. Ouais. En philo, j'ai vraiment pas l'envie de parler. Mais en géopo, c'était une catastrophe. Parce que j'ai vu le prof, M. Munier, que je salue très vivement, il faisait des plans. Enfin, il y avait des cols publics et il faisait des plans en classe. Il faisait une introduction et des plans. Okay. Et moi, j'ai compris qu'une dissertation, ça veut dire une introduction et un plan. Ah oui, t'as pas compris qu'il fallait écrire J'ai pas compris qu'il fallait écrire le plan. Tu vois, au-delà du plan, il fallait vraiment remplir. Okay. Donc, j'ai passé 4 heures à faire une introduction et en plan 3-3. Ok. Bon, c'est déjà pas si mal, mais il manque un truc. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, que j'ai pas pu finir. Oui, d'accord. Donc j'étais tellement lent. T'as pas fini tes 2 pages, quoi. J'ai fait 1 page et demi, bourré de fautes, mais il n'y a pas une phrase là où il n'y a pas 30 000 fautes. C'était vraiment... Monsieur Munier, au bout d'un moment, a arrêté de corriger parce qu'il a vu que les choses sont vraiment, tu vois, déjà... Il a bien compris ta situation. Sans doute. Il m'a soutenu totalement, il était vraiment à mes côtés. Mais, tu vois, il reçoit 1 page et demi, à moitié écrit par crayon, parce que je voulais me corriger si jamais je fais des fautes. Et voilà, c'était vraiment une chose... voilà. Ouais, ok. Bon, inexplicable. Donc, le début, ok, donc c'était quand même un peu une galère. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ta première année déjà, est-ce que tu as déjà envisagé d'abandonner après tout ça? Tous les jours. Ouais. Tous les jours, je me disais, je rentre chez moi et je me disais, c'est pas faire pour toi. C'est juste pas pour toi. Ouais. Faut que tu arrêtes. Mais je me dis au même moment que si je pars à la fac ou quoi que ce soit, ça va pas être mieux. Parce qu'à la fac, je me suis renseigné auprès de mes amis qui sont partis à la fac, que c'est plus ou moins pareil. Tu as des cours en français,
tu as des choses à lire, des choses à écrire. Et pour les examens, il y a toujours cette histoire d'écrire Oui, dissertation. surtout, t'as pas des gens qui te soutiennent à ce point-là. Enfin, t'es dans un amphi immense. Exactement. Voilà, t'as pas un prof qui connaît ton prénom et qui va t'expliquer, bon, bah écoute, on va prendre en compte tes difficultés et on va te faire avancer, quoi. Exactement. Ouais. Et d'autre part, j'étais vraiment encadré par mes profs. Je tiens vraiment à remercier M. Meunier et M. Boyer pour la première année qui étaient vraiment, vraiment à mes côtés et qui m'ont soutenu vraiment tous les jours. Ils me disaient, pas de problème, tu vas arriver, pas de problème, tu peux le faire, pas de problème, on va te soutenir. Il y a mes camarades de classe qui m'ont expliqué les choses parce qu'ils ont compris que j'arrive même pas à comprendre le concept. C'est quoi le concept de ce qu'on fait, tu vois. Et donc, malgré ces sentiments de vouloir arrêter, il y avait toujours cette histoire de « mais peut-être si je continue jusqu'au bout, je vais arriver comme mes profs me disent ». Donc, il y avait cette vraiment contradiction de pensée. Et finalement, je me suis dit « tu as commencé une chose, tu vas continuer jusqu'au bout, quoi que ce soit que arrive, tu vas voir. » Ouais, de toute façon, tu verras bien. Et donc, tu as quand même progressé au cours de l'année, tu sens. Et aussi, autre question, est-ce que tu arrives à te focaliser quand même sur les cours ou tu avais tellement de galères avec le fait que il n'y avait que toi en France, tout ça. Est-ce que ça t'a mis un peu un boulet au pied en plus, dans le sens où tu pouvais pas te focaliser que sur la prépa, tu devais aussi gérer un peu plein d'emmerdes à droite à gauche? Écoute, Dimitri, quand tu vis tout seul, t'as pas de famille, t'as personne, t'imagines que tu dois faire toutes les choses de ta vie toi-même. Dans un pays que tu connais pas en plus. Dans un pays que tu connais pas, au bout d'un moment, tu commences à connaître, mais il n'y a pas de question que tu vas dépendre sur quelqu'un d'autre. Pour, je sais pas, tes vêtements, pour quoi que ce soit. C'est toi, si tu es malade, c'est toi qui vas te soigner. Il n'y a personne qui va venir pour toi. Tu vois. Okay. Et même, c'est encore pire en prépa, parce que tu n'as même pas le droit d'aller chercher quelqu'un qui va venir te soigner. Oui, c'est ça, tu vois, c'est clair. Tu es tout seul, sur ton compte, tu fais ou tu fais pas. Et de plus, pour moi, il y avait toujours cette histoire d'aspect financier, que c'est vrai que je suis en prépa, mais je peux pas aller en Syrie avoir 10 000 euros de mes parents. Si j'avais besoin de l'argent, ils pouvaient pas t'envoyer d'argent. Mes parents peuvent pas demain me faire un virement sur mon compte bancaire. Si jamais il y a une voiture qui m'écrase et je suis à l'hôpital, je sors, il y a personne qui va connaître. Je suis tout seul dans le truc, tu vois. Je comprends. Et voilà, mais au bout d'un moment, à la fin de la première année, et c'est vraiment une chose que je veux vraiment préciser à tout le monde, que je suis arrivé, j'arrivais même pas à comprendre les cours. À la fin de ma première année, j'étais capable de faire une dissertation de philo. J'ai eu 11 en concours blanc de la fin de la première année, en philo. Ouais, j'imagine que ça a dû te mettre dans un état pas possible, d'avoir la moyenne, d'avoir 2 chiffres. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En Giopo, je suis arrivé à faire des dissertations. C'est vrai qu'il y avait tellement des fautes de français. Mais je suis arrivé à faire des dissertations qui étaient acceptables et lisibles. En maths, j'avais la moyenne. En arabe, ça ne vaut même pas le coup de parler parce que la prof, Henri IV, m'avait demandé de ne plus venir en cours parce que j'étais en train de perdre mon temps, comme il disait. Oui, en fait, il fallait juste que tu apprennes à traduire vers le français. C'est ça. Mais le cours d'arabe va pas m'apprendre, va pas m'enseigner comment traduire en français. Mais plutôt travailler le français chez toi et de lire, de savoir les expressions françaises, tout ça. Bien sûr. Et donc, ce que je tiens à préciser, c'est que même les gens qui arrivent en prépa en disant « moi, j'ai pas le niveau », même ceux qui arrivent en disant « c'est impossible, j'ai pas arrivé », dites-vous, s'il y a un Syrien qui est arrivé de nulle part, qui est arrivé à Charles de Gaulle il y a 3 ans, il parle pas un mot de français, après sa première année en prépa, il était même capable de soutenir un classement qui était très respectable. Oui, Saint-Louis, c'est quand même une belle prépa. Au lycée Saint-Louis. Donc, ce qui est notable, c'est de dire toujours que vous êtes capable. Enfin, un Français qui parle français, qui veut vraiment travailler, il est capable vraiment d'avoir les meilleures écoles de commerce de la France. Donc, c'est ça que je veux vraiment dire. Si tu travailles, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas. Voilà. Et alors, tu as fait aussi, t'as participé au programme d'égalité des chances d'HEC aussi. Ça t'a apporté quelque chose, ça? Justement, je te remercie aussi de m'avoir posé la question. Durant l'été qui a précédé la première année de prépa, il y avait ce programme d'égalité des chances d'HEC, auquel j'avais la chance d'être, un membre. Membre. Et voilà, ça m'a apporté énormément de choses, notamment grâce à une étudiante d'HEC qui s'appelle Marie Murat,
Ah, ben, que je connais très bien. Voilà, Ouais, bien que sûr. je beau très très Qui a vivement. écrit des très très beaux. Enfin, en philosophie, enfin, culture générale, elle est exceptionnelle. Voilà, exceptionnelle. tu connais l'histoire. Voilà. Donc Marie, elle était ma tutrice durant la première année dans ce programme. Donc on s'est voyé toutes les semaines. Je crois que c'était les week-ends. On s'est voyé une fois en visio. Et il m'a soutenu durant toute cette première année en me donnant des conseils pour s'améliorer. Parfois, si j'avais des questions par rapport à des cours, ou même parfois des questions liées à la langue, il m'a vraiment soutenu partout. Et elle était vraiment une personne incroyable, et que je remercie sans doute. Ouais, je la salue aussi, c'était une super rédactrice. Ouais, elle était pareil avec vous, j'en fais pas aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, donc ça t'a beaucoup aidé. Et alors par contre, ce que tu me disais, c'est qu'en fait, en deuxième année, t'as pas eu le droit d'être boursier. Alors peut-être expliquer vite fait pourquoi. Et donc du coup, t'as pas pu en fait prolonger le programme, c'est ça? C'est vrai. En fait, moi, j'avais pas demandé l'asile quand je suis arrivé en France, pour deux raisons. D'une part, ça prend tellement du temps à avoir le statut réfugié. Ouais, Ruslan, c'est ce qu'il nous racontait, la galère qu'il a eue. Exactement, il y a une galère, mais incroyable. Ouais. D'autre part, si jamais tu as le statut réfugié, par concept, tu n'as pas le droit d'aller en Syrie. Okay. Et donc, vu que j'étais tout seul, mais à mon compte en France tout seul... Ouais, tu voulais te laisser la possibilité de rentrer quand même. Si jamais je voulais voir ma famille, je voulais juste laisser cette possibilité que peut-être j'aurais assez de volonté d'aller les voir et de revenir chez moi finalement un jour, tu vois. Mais si tu es réfugié, c'est pas possible et je veux vraiment pas rester tout seul en France pour toute ma vie sans la capacité de voir ma famille, tu vois. Ouais. Et donc, j'avais pas demandé l'asile en disant ça va aller. Ouais. Ça va aller sans avoir le statut réfugié, ça va aller comme tout étudiant étranger qui est en France, etc. Mais durant l'été, d'après la première année, ce programme d'égalité des chances d'HEC est passé à un programme qui s'appelle PrEP Étoile, et qui est devenu seulement pour les étudiants boursiers. Donc, pour postuler à ce programme, tu dois être boursier, et parmi les documents que tu dois fournir pour pouvoir envoyer la demande, c'est l'attestation de bourse. Oui, c'est ça, et qui dépend de l'État, et donc, oui, c'est ça. Et donc, comme moi, j'étais pas boursier, j'avais pas le droit d'avoir la bourse de Crous, donc j'étais pas... Enfin, comme j'étais pas réfugié... Ils t'ont exclu du coup du programme, alors que, bon, clairement, t'avais besoin d'être épaulé, quoi. Donc exactement. c'est complètement débile. Donc, j'avais pas le droit de même postuler à ce programme, et donc je me suis dit, je me suis senti très mal dans mon pot, que j'ai même pas le droit de postuler, donc ça vaut même pas le coup d'aller vraiment... demander par mail ou quoi que ce soit que je sois intégré dans le programme. Donc je me suis dit tant mieux, je vais arriver tout seul et voilà. Ouais, donc c'était vraiment voilà, je vais m'en sortir et j'ai la rage de vaincre en quelque sorte. Exactement. Ok. Et donc autre chose, je sais pas à quel point tu peux raconter ça, mais donc entre la première année et la deuxième année, tu es aussi rentré en Syrie du coup, c'est ça? C'est vrai, je suis allé et c'était d'ailleurs très très compliqué au niveau logistique. Il n'y a pas de vol direct en Syrie. Il y a tout un galère de frontières par voiture. Tu reviens, les aéroports, etc. etc. Ça a duré 2 semaines. Mais ce qui est... Ah oui, 2 semaines pour venir, ouais, c'est ça. Oui, si tu fais pas Paris-Holmes ou Paris-Alep, ou... non, c'est pas le projet, quoi. Non, c'était vraiment une visite de 2 semaines. Mais ce qui était vraiment très, très embêtant, et je pense là notamment aux gens qui nous regardent et qui n'ont pas vraiment ce recul vis-à-vis au monde, je suis rentré chez moi, mais je ne trouvais plus mes amis. Il y avait, dans mon quartier, mes amis, les gens que je connaissais avant de partir, ils n'étaient plus là. Donc, si vous voulez, j'étais d'une part étranger en France, mais quand je suis rentré chez moi, j'étais aussi étranger. Je n'avais pas mes amis, j'avais que ma famille là-bas. Ouais. Mais tous les gens avec lesquels c'était plus vraiment ton pays, quoi. Voilà, tout le monde sont partis. Voilà, tu es là. Tu vois ta famille, c'est très bien, mais tu te sens aussi que c'est plus ton pays. Tu vois. Tu te sens que tu n'as plus d'amis, même en Syrie. Tu es vraiment un étranger dans ce monde. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ça t'a permis aussi de récupérer un peu d'argent, puisque c'est ça, en fait, c'est que tu devais faire... Exactement. Tu ne pouvais pas avoir de virement. Donc en fait, c'était ton seul moyen d'avoir une aide financière de tes parents, quoi. C'est totalement ça. Parce qu'au bout d'un moment, après la première année, j'étais vraiment très, très fatigué. Et j'étais incapable de gérer ni les business en ligne, ni d'avoir un job d'été ou quoi que ce soit. Parce que d'une part, c'est impossible qu'un job d'été de 2 mois
pouvait me soutenir bien sûr, pour toute une année. c'est impossible. Oui. C'est impossible. Ouais. Et d'autre part, j'étais vraiment pas en capacité parce que j'avais tellement de travail et d'études à faire que je me suis dit, il faut mieux rentrer chez moi et avoir l'aide de mes parents. Ok. Et donc, tu as pu récupérer un peu d'argent comme ça, quoi. C'est ça. Ok. Donc là, du coup, la deuxième année débute. Et là, du coup, tu es dans quel état d'esprit? Parce que tu te dis, bon, ok, je pars de très loin, mais j'ai quand même bien progressé. Et puis, je sais pas, ce qui transparaît de ton discours, pour moi, c'est que tu avais quand même vraiment envie de tout défoncer, quoi. Tu avais envie d'être le meilleur, de prouver que tu en étais capable. Est-ce que, du coup, tu avais vraiment un focus hyper concours HEC ou rien, où tu te disais, de toute façon, je vais intégrer une école dans tous les cas et ce sera une belle réussite? Bah, tout franchement, après la première année durant l'été, j'avais un objectif qui était le SCP. Okay. J'ai fait mes calculs, nanana. Je me suis dit, j'ai le niveau de l'ESCP. J'ai le niveau de l'SCP si j'ai 12 en synthèse. Parce que la contraction de texte qui est pour HEC et l'ESSEC... Ouais. Alors, c'est plus le cas depuis cette année. Mais oui, c'est plus le cas. À l'époque, c'est ça. À l'époque, pour moi, c'était un exercice impossible. Pour moi, c'était un exercice qui est hors de question. Qui est inatteignable, si tu veux. Ok. Alors et la synthèse, tu sentais qu'il y avait un peu plus moyen, quoi. La synthèse, parce que j'ai fait, si tu veux, un template. Ouais. J'ai écrit, j'ai pris la copie du major de Saint-Louis, j'ai vidé tous les mots liés au texte, et donc j'ai fait un template que j'ai eu par cœur. Okay. Et donc, je remplissais les cases par les mots liés au texte. Ok, d'accord. Ouais, tu disais au moins la structure c'est ok. Exactement. Et sur un malentendu, ça exactement. Okay. Si j'ai mal compris une idée, c'est juste qu'il y a une idée mal comprise, mais la structure c'est bonne. Ok. Donc je me suis dit c'est vraiment la meilleure manière et ça a vraiment marché parce que j'ai eu 11 concours en synthèse. Ce qui est bien parce que la moyenne en fait. Hein, donc pour moi c'était vraiment correct. Voilà, c'était ça l'objectif. Mais après il y avait tellement des difficultés, des problèmes. Par exemple en anglais, j'ai commencé à oublier l'anglais. En apprenant le français. Donc c'était vraiment très touchant. Oui, dans tous les cas, l'anglais, il faut le traduire en français. Donc, mais même, j'ai commencé à oublier la langue anglaise que j'avais dans laquelle j'étais un peu bilingue. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, j'arrivais même pas à me rappeler c'est quoi escalier en anglais. Donc, stairs, non, ça existe pas. Donc, c'était vraiment très touchant même au niveau personnel qu'est-ce que je me suis fait. Comment ça se fait que c'est juste que t'étais tellement focalisé sur la langue que t'étais en train d'apprendre que t'as délaissé l'autre, quoi. Et donc, durant la deuxième année, le focus c'était vraiment philo, géopolitique et avoir une note correcte en maths. Parce que pour moi, les maths, c'était une matière là où je peux... Ouais, tu sentais que c'était la matière où tu pouvais faire la diff, quoi. Enfin, pas forcément, mais la matière qui va pas me faire tomber. Oui, voilà, au moins. C'est safe, donc quoi. c'était safe, tu vois. Pourtant, avec toutes ces difficultés qu'un Syrien lambda peut rencontrer dans sa vie, durant le premier semestre de la deuxième année, j'ai eu un accident de vélo. Et toujours plus. Voilà, ce type de problème qui arrive à toi. Qui peut arriver à tout le monde, mais bon, pas de bol, ça tombe sur toi. Pas au bon moment. Et c'était un accident très grave. Je me suis réveillé à l'hôpital. J'avais la clavicule cassée. Et j'avais un trou de mémoire. Un trou de mémoire. C'était quand ça? C'était j'imagine en novembre de la deuxième année. Début de deuxième année, quoi. Donc, j'étais pas au cours. C'était ma clavicule droite, donc j'arrivais pas à écrire. Donc, j'arrivais même pas à en manger. C'était vraiment quelque chose qui est très, très difficile. Ça m'a duré à peu près 3 semaines, 4 semaines, pour que je me rétablis et tout, etc. J'ai vraiment raté tellement des cours, notamment en maths. Et là, je voyais mes notes en chute libre. Bien sûr. Et donc, c'était très compliqué. Après, j'ai eu le Covid 2 fois. Après, tu vois, tu te rends compte des problèmes de ce type. T'as enchaîné des galères pas possible, quoi. Voilà. Ok. Et donc, bon gré mal gré, t'arrives jusqu'au concours. T'as toujours les mêmes ambitions, du coup, quand tu commences au concours. Tu te dis, c'est le SCP que je veux. C'est ça l'idée? Plus ou moins, oui. Ok. Et les concours, quels souvenirs t'en gardes? Tu les as passés où, d'ailleurs, tes concours? À Amiens. Avec d'ailleurs tes potes Kevin. On a pris un appart à Amiens. On s'est dit, faut mieux, comme on habite tous les deux pas à l'intérieur de Paris, ça sera compliqué d'aller tous les jours par métro, etc. Alors que là, tu te mets à côté du centre d'examen. Exactement. Ok, d'accord. Donc on a passé là-bas et voilà. Et t'en gardes quel souvenir de ces concours? Écoute, c'était un peu
je sais pas, un peu étrange, si tu veux, pour moi, à la fois pour moi et pour Kevin, parce qu'il y avait des étudiants qui sont venus des prépas un peu petites ou des choses comme ça. Par exemple, en une épreuve, il y avait un étudiant qui a commencé à pleurer et il est sorti au bout de 30 minutes. Donc, on était vraiment choqués parce que à Saint-Louis, tu vois, tu pleures pas. À Saint-Louis, c'est nous qui pleurent, tu vois. C'est nous qui pleurons. Donc, tu vois, tu vois un mec qui pleure au bout de 30 minutes d'épreuve de maths et il sort, tu vois, t'es choqué. Voilà, c'était des bons souvenirs. On s'est réveillé le matin, on révisait un peu. Tu les as pas mal vécu en tout cas les concours, quoi. Bon, t'étais un peu mort à la fin, j'imagine, mais ça allait, quoi. Ouais, enfin ça allait, oui. T'étais content de tes performances de manière générale? J'étais très content de ma performance. Je me suis dit, j'ai joué le jeu et à voir qu'est-ce que ça dit. Ok. Et donc du coup, ça c'est les fameux résultats d'admissibilité. Oui. Et du coup là, comment ça s'est passé? C'est très mal passé. Ouais. Donc t'étais déçu sur le coup, quoi. J'étais très déçu parce que à Ecricom c'était ok. J'avais les écoles Ecricom. Après le deuxième jour, qui était le jour des résultats qui tombent une par une. J'étais pas admissible à aucune école de top 5. Et j'étais vraiment incapable de comprendre comment c'est possible que je suis pas admissible. Parce que pour moi, l'EM Lyon, au moins, c'était... Mais sûr, je suis... tu pensais que l'EM Lyon et les DEC, ça allait le faire. Les decks, je sais pas du tout. J'étais pas vraiment sûr, si tu veux. Mais pour EM Lyon, j'étais vraiment sûr, à 100% que j'allais avoir le Lyon. Ouais, donc c'était une grosse désillusion, quoi. Et donc j'avais Schema, j'étais content d'avoir Schema, mais j'étais vraiment déçu du fait que j'avais même pas la capacité de choisir entre Schema et les decks Lyon. Et donc j'ai attendu les résultats, les notes pour savoir. Et la douche froide, c'est quoi? C'est ma note d'arabe. Parce que durant les 2 ans de prépa, j'avais toujours entre 19 et 20 en arabe, dans tous les DS, dans tous les concours blancs que j'ai eu à Henri IV. Mais et tu vois bien que même en Syrie, parmi les Syriens, dans les épreuves d'arabe, t'étais fort en arabe. J'avais 20. Oui. Tu vois? Non, mais en fait, tu t'es fait avoir parce que c'est le français qui t'a eu, quoi. C'est le fait que la traduction... Je crois même pas, parce que la traduction, ça veut pour 4 points. Oui, c'est vrai sur 20. J'avoue que c'est pas énorme, en fait. Ça explique, surtout qu'en plus, le thème t'écrit en arabe, donc... la version, je comprends que t'aies pu avoir des complications, mais... Oui, mais tu vois, c'est vraiment une note inexplicable. Et c'était vraiment j'étais dévasté quand j'ai vu que j'avais 12 en arabe. Et t'as toujours pas compris pourquoi? Non, pas du tout. Toujours pas compris. Alors que j'ai écrit comme, par exemple, 18,5. Tu vois, tu te dis, LV1, nanana, il n'y a que de bilingues. Je suis d'accord. Mais même en Syrie, dans mes dissertations d'arabe, je faisais des poèmes, des poètes arabes, des trucs vraiment très... Voilà. Après, même à Lyon, j'avais 20 en maths, mais à cause de ma note de philo qui est 6, et, c'est ça. Et la note d'arabe. Et ton arabe qui n'était pas incroyable, Voilà. Ok, d'accord. Bon, donc malgré tout, t'es admissible Schema, et puis j'imagine aussi du coup Audencia, donc Neoma, tu l'as dit, GEM, etc. Et du coup, déjà, est-ce que tu as envisagé de QB ou tu t'es dit, ok, de toute façon, je vais intégrer une de ces écoles, je vais passer les euros, on verra bien? Pour que je sois franc avec toi, j'avais pas envisagé de QB parce que c'était hors de question à la fois pour moi et pour ma famille. D'une part, c'est l'aspect financier. D'autre part, c'est l'aspect de mon âge. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et pas 20 ans comme ceux qui passent le concours. Et moi, j'avais vraiment envie d'intégrer la vie professionnelle et de commencer à travailler. Tu voulais pas perdre une année en plus. Et je voulais vraiment pas aller au cours 8h du matin, SAT, pour faire des DS et tout ça. Et donc, je me suis dit... Donc, je vais intégrer dans tous les cas. Voilà, je vais intégrer. Et il n'y avait pas beaucoup de questions. Et pour moi, c'était clair que c'était Schema. Il y avait pas tu voulais vraiment Schema. Et les euros, ça s'est bien passé parce que déjà, en entretien de personnalité, les mecs, ils devaient halluciner. T'as quand même pas une histoire... c'est un peu atypique, quoi, quand même, globalement. Les euros, c'était très, très bien passé. Pour les entretiens de personnalité, déjà, j'ai passé seulement Schema et Neoma. Pour les deux, j'ai eu 20 aux entretiens. Pour les entretiens d'arabe, les deux colleuses, à la fois à Schema et à Neoma, m'avaient demandé que je peux arrêter et je peux sortir parce que... Oui, ils ont mis 20 et basta, voilà, quoi. Exactement, j'ai vu de 20.
Et voilà, donc les euros. Oui, sont donc très, ouais, très c'était bien une passés. formalité, quoi. C'était vraiment une formalité. Exactement. Quoi. Ouais, ok, d'accord. Ok. Et donc tu savais déjà que de toute façon, t'intégrais à Schema. Voilà, moi, ce que je voulais te demander aussi, parce que, mine de rien, c'était... Enfin, tu m'en avais parlé aussi en off. Justement, on parlait de ce fameux message LinkedIn que tu m'as envoyé. Je crois que c'était... attends, que je ne dis pas de bêtises, c'était en juin, il me semble. Ouais, ou début juillet. Peut-être. Ouais, c'est ça, ça devait être juste après en fait, les résultats d'admission, en fait, où du coup, tu as appris que tu étais fait effectivement admis à Schema, où tu me disais, oui, en fait, le problème, c'est que notre situation, mais j'ai envie de dire, presque ta situation, parce qu'effectivement, c'est très atypique. On parle de quelques étudiants chaque année, mais qu'elle n'est pas du tout considérée par les écoles. Et en fait, tu t'es retrouvé en fait, dans un espèce de zone d'ombre, en fait, finalement. Oui, tu as pu accéder à la prépa, etc., mais en même temps, tu vois, les bourses, non, t'as pas eu le droit à la bourse, alors que bon, quand même, c'est un peu, ça aurait été légitime. T'as pas eu du coup les points bonus pour les parisiennes, alors que bon, je pense que ça aurait été légitime, pour HEC du coup en particulier. Et surtout, ouais, tu vois, t'as eu d'autres complications par la suite avec cette histoire de frais de scolarité. Globalement, comment tu perçois le système français ? Est-ce que tu penses que, est-ce que tu vois le verre à moitié plein et tu te dis, ouais, la France m'a quand même donné une opportunité et m'a aidé, ou est-ce que tu te dis quand même j'ai galéré 10 fois plus que les autres et j'ai pas forcément été très bien considéré et c'est pas très juste. Avec le recul maintenant que tu as, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je pense qu'il y a une nuance à faire. Déjà, c'est totalement vrai que la France m'a aidé vraiment beaucoup à me développer, à avoir des opportunités que j'aurais jamais eues. Mais si je suis là avec toi aujourd'hui, c'est vraiment pour envoyer un message et pour dire aux gens qui sont peut-être pas en mesure de croire qu'il y a des gens comme moi qui existent, qu'il y a des gens qui sont issus des zones de guerre, il y a des gens qui ont perdu peut-être leurs parents, peut-être leur maison, leurs revenus, peut-être la totalité de leur ville, etc., leurs biens aimés, durant des circonstances... dans des circonstances qui sont vraiment très très dures et ils ont vécu des drames incroyables qui sont vraiment arrivés et qui ont vraiment l'envie de se développer dans la vie. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour dire avant-hier, c'était moi. Hier, c'était l'Afghan. Aujourd'hui, c'est l'Ukrainien. Tous ces gens-là, on a vécu des drames que ni un homme raisonnable, ni non raisonnable ne peut pas imaginer. On a vraiment vécu les situations les plus dures qu'un être humain peut subir. Pourtant, on avait toujours l'envie de se développer. On avait toujours l'envie de réussir. On avait toujours l'envie de continuer debout. On ne voulait pas arrêter. J'aurais très bien pu être, je ne sais pas... à la porte d'un bar et voilà. Ouais, non, mais bien sûr. Arrêter mes études. C'est clair. On parle toujours d'égalité des chances, des gens qui n'ont pas de réseau, qui viennent des quartiers défavorisés, etc., etc. Que penser alors du Syrien ou de l'Ukrainien qui a perdu sa maison, qui a laissé son père dans le champ de bataille, qui a eu toute cette situation et qui est arrivé en France en disant « Mais moi, malgré tout ça, j'ai l'envie de continuer, j'ai l'envie de réussir. » Est-ce que la meilleure manière de lui dire merci parce que tu es en train d'essayer, c'est de lui confronter à un concours contre les Français en dissertation de philo et en dissertation de géopolitique, en jugeant son intelligence sur sa capacité de faire une dissertation de 8 pages sur la philosophie occidentale. Ouais, tu vois, pour moi, je crois vraiment que les gens qui ont vécu tous ces drames dans leur vie, peut-être ils méritent que le système ne soit pas indifférent par rapport à eux et à leur situation, et peut-être de dire que, je ne sais pas, comme dans les concours des écoles d'Angers, peut-être une voie internationale, peut-être à l'image de Schema, des mesures liées aux gens issus de zones de guerre, des choses comme ça, mais vraiment pas que tu te sens que voilà, tu as vécu la pire situation du monde, mais les gens sont indifférents et le système est indifférent. Le fait de vraiment ne pas sentir que tout ce que tu as vécu est indifférent pour les autres. C'est juste le fait que, même s'il y aura 2 places à HEC, ou 2 places dans chaque parisienne pour les gens
qui ont vraiment vécu ce type de drame, ça va pas changer la donne. Ça va pas faire tomber HEC. Oui, Et non, j'imagine un Ukrainien qui a eu son bac l'année dernière ou un Afghan qui a eu son bac l'année dernière et qui est arrivé en France, tu vois très bien que c'est presque impossible de lui, à lui d'arriver à faire HEC Paris. Ouais, tu c'est vois. clair. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être c'est moi qui était pas si intelligent ou si fort pour arriver à une Parisienne. Mais je te dis la vérité que j'ai vraiment essayé de tout mon cœur et de toutes mes capacités d'aller vraiment chercher ce rêve ou peut-être cette possibilité qui existe. Ouais. Mais si jamais le système me dit mais il n'y a pas de voie pour toi, tu dois passer comme un Français, ta copie est anonyme, donc le correcteur va se dire mais c'est un Français qui ne sait même pas écrire français. Oui, c'est ça, oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Après, c'est ça, c'est la logique du concours. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'effectivement, ça concerne très très peu de personnes. Exactement. Et alors, c'est ça, d'un côté, c'est quand même incroyable. Enfin, tu as intégré quand même Schema, c'est aujourd'hui la 6e école française au classement 6e qui fait un peu référence. Donc, enfin, même avec toutes les difficultés que tu as pu avoir en amont, tu as réussi à réussir mieux le concours que la moyenne des étudiants. Parce que la 6e école Schema, c'est mieux que la moyenne si tu prends toutes les places du concours. Donc, c'est déjà d'une certaine manière exceptionnel. Et alors, oui, après, voilà, bon, HEC, etc. Mais de manière générale, tu as réussi en classe préparatoire. Donc, ça, c'est quand même déjà un truc assez dingue, je trouve. Et après, effectivement, par contre, là où je trouve que tu as raison, c'est que, oui, juger de ton intelligence ou de tes capacités de travail avec un exercice qui est éminemment franco-français, bah oui, évidemment, tu partais avec un tel boulet au pied que c'était très difficile. Mais c'est ça, en fait, il faudrait, effectivement, tu as raison, qu'il y ait une espèce d'alternative, effectivement, pour les quelques personnes qui sont dans ta situation. Et encore une fois, on le disait tout à l'heure, ça représente peut-être 10 ou 20 personnes par an. En tout cas, voilà, le résumé de tout ça, c'est quand même que, mine de rien, tu as réussi à intégrer une des meilleures écoles françaises, alors qu'il y a 3 ans, tu savais pas demander au mec de Charles de Gaulle où étaient les toilettes, quoi. C'est 100% donc ça. C'est quand même, je sais pas, moi je trouve ça quand même incroyable. Et alors donc si on suit l'histoire, parce que évidemment il y avait encore 2-3 petites galères quand même, sinon ce serait pas drôle. Il y a aussi la question financière, parce que du coup, en fait t'as personne en France et il faut bien contracter un emprunt qui est hyper conséquent. Donc est-ce que tu peux nous dire où ça en est de cette histoire-là? Oui, en fait déjà avant de me balancer sur cette question, je voudrais vraiment remercier Schema. Parce que Schema eux-mêmes m'ont fait vraiment, des actes de générosité. Ouais, ils ont vraiment pris ta situation particulière exactement, en compte. Exactement, ouais. C'était vraiment très très gentil de leur part. Et j'imagine que c'est aussi dans la vision de Schema pour s'améliorer et dans leur plan stratégique Sky 25. Donc, ils étaient vraiment très très gentils avec moi. Ils ont vraiment fait tout ce qui est faisable pour m'aider. Là, en ce moment, au niveau financier, je me base sur 2 voies. D'une part, je suis en train de travailler avec une société qui travaille dans les services des achats. Et c'est une société incroyable. Si jamais quelqu'un est en train de chercher un stage, une alternance ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn si vous cherchez quelque chose dans les achats. D'autre part, il y avait Schema qui avait proposé une aide concernant un prêt garanti par eux. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, t'as pas de garant français. Parce que j'ai pas un garant en France. Une banque normale te dirait niet immédiatement. Quoi. Exactement. Ouais. Et donc, il y avait Schema qui ont proposé cette proposition. Pourtant, c'est un problème quand Syrien Lambda peut voir aussi que, par exemple, la banque a refusé d'ouvrir le compte pour faire le prêt. Parce que t'es syrien. Exactement. Et que, bon, c'est pas... ça leur fait un peu peur, quoi. Donc, c'est vraiment tout un tas des délires que tu peux trouver dans ta vie quotidienne et qui t'empêchent vraiment de juste vivre tranquillement comme un citoyen lambda. Tu vois ? Ouais, d'accord, ouais. Donc, même là, les galères sont pas tout à fait terminées. Donc là, à date... A priori, donc, les schémas a remodelé tes frais de scolarité, hein, c'est ça, de ce que j'ai compris. C'est ça. Et donc, tu attends encore une réponse de la banque, mais bon, c'est plutôt en bonne voie, quoi. Globalement, c'est un peu ça la conclusion. Globalement, la bonne voie, c'est vraiment le soutien incroyable que j'ai pu avoir de la part de Schema et leur vraiment fraternité et leur compréhension de ma situation particulière. Ouais, voilà. Donc, en gros, pour résumer, tu penses que tu pourras suivre ta scolarité à Schema normalement grâce à tout ça, quoi. Oui. Ok, bon au moins c'est déjà une bonne nouvelle. Mais oui, c'est précisément pour ça que tu m'avais contacté aussi en partie pour et ouais, je sais. Enfin pour le coup, j'avais contacté. Je salue aussi Alice Guillon, qui est la directrice de Schema, que j'avais contacté justement pour évoquer ton cas et qui avait été aussi très compréhensible de ce point de vue-là.
Ok, et ouais, je sais pas, peut-être juste une petite question un peu prospective avant de terminer. Du coup, là, tu viens de rentrer à Schema. C'est quoi un peu tes plans pour la suite de manière générale, professionnellement? Est-ce que tu veux rester en France? Comment tu envisages ces 3 années à Schema? Qu'est-ce que tu veux y faire? Je sais pas si tu as eu le temps de réfléchir à tout ça déjà. Bah, un peu si tu veux. Déjà, le plan au niveau académique, c'est sans doute de rester avec Schema, d'essayer de faire un double master avec eux, parce qu'ils proposent à Schema, tu peux faire ton programme grande école, disons, normal, comme tout le monde, plus tu peux faire un MSc, un Masters of Science de Schema, et ça te fait un double diplôme direct que tu peux avoir grâce à l'école, et c'est plus ou moins garanti. Enfin, si tu as vraiment la motivation, tu peux très facilement avoir un double diplôme à Schema. Et de plus, tu payes pas plus sur tes frais de scolarité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Ça, c'est sur le plan académique. Donc, vraiment, rester avec Schema, essayer de faire un double diplôme ou de partir en partenariat avec leurs universités partenaires. Sur le plan professionnel, je suis vraiment très ravi avec Fluxim, pour le coup, qui est la société dans laquelle je travaille. Et je compte aussi continuer avec eux pour au moins les 3 ans qui suivent. Mais du coup, tu es en CDI avec eux, c'est ça? Oui, pour le moment, en CDI en mi-temps. Parce que si tu es étudiant étranger, tu n'as pas le droit de travailler pour temps plein, même si tu as l'accord, quoi que ce soit. Ouais, bon, de toute façon, tu as les cours aussi à côté. Donc, c'est ça, c'est ça. Ok, ouais, donc ça va quand même, tu vas bien bosser pendant les 3 ans à venir, quoi. C'est ça. Ok. Et en concernant la France, est-ce que tu veux rester en France ou pas, tu sais? Bah, en ce moment, je ne crois pas que la France reste pour moi un pays étranger, parce que quand même, j'ai vécu vraiment 3 ans, dont 2 ans de vie vraiment intensive à la française en prépa. Donc, je considère pas en ce moment, je considère plus, si tu veux, la France comme un pays étranger, lointain, etc., mais vraiment comme ma deuxième maison, mon deuxième pays. Je ne crois pas que je vais quitter la France dans le moyen terme ou le court terme. Peut-être à long terme, c'est possible. Ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est ton pays d'adoption et tu sens que tu as envie de commencer ta vie, même de manière générale, là-bas. C'est ça. Ok. Et peut-être, allez, toute dernière question, c'est celle que j'aime beaucoup poser à tous nos invités ici. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Rabi dans 3, 4, 5 ans? Comment tu te vois de manière générale? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, tout simplement? Je sais pas, déjà la santé, ça sera génial. Et un peu de bonheur, ça peut être pas mal. Ouais, on va partir là-dessus. Bon, parfait. C'était ma dernière question. Merci beaucoup, Rabi. Merci à toi, Dimitri. Ça fait un grand plaisir de pouvoir te rencontrer cette histoire et de vraiment faire livrer le message. Je sais pas, aux directeurs des écoles de commerce, des gens qui sont toujours en prépa, des étudiants, des choses comme ça. Non, je pense que le message est bien passé. Voilà, merci à toi. À bientôt.